J'accueille maintenant Manuela Yapas. Bonjour Manuela. Bonjour Christophe. Alors avant de savoir tout sur ta vie, ou presque, comme il est de coutume depuis la jurisprudence Tony Havard, qui a inauguré les relevés de compteurs, eh bien je te propose de nous raconter une petite histoire. Pourquoi aime-t-on? Est-ce vraiment si bizarre de ne voir dans le monde qu'un seul être, de n'avoir dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir, dans la bouche qu'un nom? Un nom qui monte sans cesse, telle une source des profondeurs du cœur. Un nom qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, ainsi qu'une prière. Pourquoi aime-t-on? C'est sur ce sujet que planchait Yu Xian, un étudiant chinois en philosophie. Il faisait ses études en France et louait une toute petite chambre d'étudiant. Quand on arrivait, il y avait une grande grille qui menait à un jardin et une grande maison. C'était la maison de la propriétaire. Lui, il contournait la maison, il remontait une petite allée au bout de laquelle on trouvait une table et 2 chaises de jardin. Et là, la porte qui menait à sa chambre à lui, avec un lit superposé, enfin un lit en mezzanine, juste au-dessus d'un sofa et d'une petite table sur laquelle il avait tout son matériel de calligraphie. Yu Xian, ce soir-là, il planchait sur ce sujet, dehors, parce que la soirée était douce. Mais Yu Xian, il avait un problème, c'est qu'il n'avait jamais aimé et n'avait strictement aucune idée de pourquoi on aimait. Il se creusait les méninges et il pensait à toutes ses copines qu'il avait eues dans la vie, mais rien ne lui venait. C'est là qu'il a senti un parfum d'orchidée. Il a entendu un crissement dans les graviers, et quand il a levé le regard, il l'a vue. Elle se tenait debout au bout de l'allée. Elle avait des cheveux noirs remontés en chignon, de grands yeux noirs, un teint de porcelaine, et une longue robe de velours noir avec un corset et une longue jupe brodée de fils d'or. Elle était tellement belle qu'il n'a pas songé à lui demander comment elle était entrée là ou ce qu'elle faisait. Il lui a simplement proposé une tasse de thé. Et elle a accepté. Elle s'est assise à la table de jardin avec lui, et ensemble, ils ont bu un thé et ils ont parlé. Ils ont parlé toute la nuit durant, sans jamais s'arrêter. Et au matin, elle est repartie. Et là, Yu Xian a réalisé qu'il n'avait pas même songé à lui demander où elle habitait, ni même à prendre son numéro de téléphone. Et toute la journée, il n'a eu qu'un nom à la bouche. Il n'a eu qu'un être dans le monde. Il n'a eu qu'un esprit dans sa pensée. Toute la journée, elle était là, à ses côtés. Toute la journée, il répétait son nom. Et il se demandait s'il la reverrait un jour. Et le soir, il était à sa petite table et il a attendu. Et il a senti le parfum d'orchidée, il a entendu les graviers crisser et il a levé la tête et elle était là. Avec sa même robe noire au corset de velours et à longue jupe toute brodée de fils d'or. Elle s'est assise avec lui et ils ont parlé en buvant le thé. Mais la nuit était fraîche, alors ils sont rentrés et, après s'être découverts par les mots, ils se sont découverts par le corps. Et cette nuit-là, Yu Xian a su ce que c'était d'aimer. Au matin, elle est repartie. Mais Yu Xian n'avait aucun doute, elle reviendrait le soir, et c'est ce qu'elle a fait. Et soir après soir, elle est revenue près de lui. Et soir après soir, ils ont parlé, ils ont ri, ils se sont aimés. Des semaines durant, des mois durant, jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit-là, il parlait musique. Et Yu Xian lui disait qu'elle avait une voix tellement belle que lorsqu'elle chantait, ça devait être juste simplement divin. Mais elle n'a pas voulu chanter, alors Yu Xian a accepté, a insisté. « Chante, s'il te plaît, chante. Chante pour moi. » Et après une longue hésitation, elle a chanté. Et quand elle a chanté, c'était la plus belle mélodie qu'il ait jamais entendue, la voix la plus pure, la plus douce, la plus incroyable du monde.
Yuthyan était envoûtée. Quand brusquement elle s'est tue. Yuthyan, quelqu'un nous écoute, j'en suis sûre, j'ai entendu un bruit. Yuthyan a voulu la rassurer, il s'est levé, il a été jusqu'à la fenêtre, il a été dehors, il a été jusqu'à la grille, il a regardé dans la rue, il est revenu, ne t'inquiète pas, il n'y a personne. Mais elle insistait, il y avait quelqu'un, elle en était sûre. Tu sais, Yuthyan, quand on nous donne du temps en plus, il arrive un moment où ce temps est écoulé. Et là, je le sens en moi, je sens la froideur de la fin. Je sens que je n'ai plus de temps avec toi. Mais je ne veux pas partir. Elle tremblait, il l'a prise dans ses bras et ainsi il est resté près d'elle, toute la nuit durant. Et au matin, lorsqu'elle est partie, il la regardait remonter l'allée. Comme elle lui a demandé, il ne l'a pas quittée des yeux, et même quand elle a tourné à l'angle de la maison, il a continué de regarder, jusqu'à ce qu'elle apparaisse à la grille. Mais il l'a entendu pousser un cri. Alors il a accouru, il a contourné l'angle de la maison, et quand il a regardé, il n'y avait plus personne. Il a juste entendu un frottement contre le mur. Il a tourné la tête, et il y avait une araignée grosse comme le poing sur le mur, et elle se dirigeait vers la gouttière où se trouvait sa toile, dans laquelle était prise une toute petite guêpe. Yuthyan a jeté l'araignée à terre, il a pris la guêpe, il l'a ramenée jusque dans sa chambre, il l'a posée sur sa table à calligraphie, et elle ne bougeait pas. Il ne savait pas quoi faire. Doucement, très doucement, il a soufflé un filet d'air chaud sur les ailes. Et les ailes ont frémi. Alors, il a continué de souffler son souffle chaud. Et petit à petit, la guêpe a repris vie. Puis elle s'est dirigée vers l'encrier, elle y a trempé son dard, et elle s'est posée sur la feuille de papier. Et tout doucement, la guêpe a tracé le caractère chinois qui signifiait merci, avant de s'envoler. Yuthyan n'a plus jamais revu Isabelle à la longue robe de velours noir, corsetée et brodée de fils d'or. Bien, merci Manuela. Alors Manuela, d'où vient l'histoire que tu as racontée? Est-ce qu'elle fait partie d'un de tes spectacles? Alors ça a été écrit par Su Pongling, désolé pour l'accent, je parle assez mal le chinois. C'est issu des histoires extraordinaires du pavillon des loisirs. Et l'intro, par contre, le questionnement du début, c'est la morte de Maupassant. Et c'est dans un spectacle sur le fantastique qui tourne dans les collèges, principalement, pour l'instant. Et peut-être aussi dans In Love. Pourquoi pas? In Love, on en reparlera tout à l'heure peut-être aussi. Voilà. Comment est venue ton envie de raconter, de devenir conteuse professionnelle? Alors en fait, quand je suis arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais, une amie est arrivée en même temps que moi, et un jour elle m'a dit « Ah, faut aller voir Contenance en campagne, il y a des contes, c'est trop génial ah !» Elle poussait vraiment des cris, en agitant les bras partout. Donc j'ai compris qu'il fallait aller voir Contenance en campagne, je n'avais pas vraiment le choix. Tu as des amis agités? Oui, bon, on se ressemble, c'est déjà, ça explique plein de choses. Et donc on a été voir des spectacles de contes, et il s'est avéré que ça m'a beaucoup plu. À cette époque-là, je faisais déjà du théâtre, classique et d'impro, et du coup j'ai fait un stage sur le conte, un stage de formation pour voir si ça me plaisait, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai développé le conte principalement. Et j'ai commencé à raconter des histoires dans les scènes ouvertes et puis un peu partout ailleurs. Alors tu t'es exercé à différentes pratiques, tu l'as dit, théâtre d'impro, théâtre et théâtre d'impro. Tu fais aussi de la musique, mais c'est le conte donc que tu as choisi professionnellement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'art de conter? Le fait que ce soit sans artifice, contrairement au théâtre où on est caché, enfin entre guillemets protégé par un personnage. Là, on n'a pas ça, on est juste seul sur scène et on donne ce qu'on est en fait. Ouais. Une proximité avec le public qui est plus importante. Bien plus qu'au théâtre. Alors, quel est ton répertoire? Quelle histoire aimes-tu raconter? Est-ce qu'il y a des thèmes, des genres qui reviennent plus souvent?
Donc j'ai un répertoire principalement fantastique et merveilleux et tout un spectacle de science-fiction. En fait, ça dépend, enfin ça évolue avec le temps qui passe. Les histoires que je racontais il y a 10 ans ne sont plus forcément les mêmes que celles que j'ai envie de raconter aujourd'hui. Et puis aussi en fonction du lieu où tu racontes. Évidemment, après, les histoires dépendent du lieu où je raconte, de l'attente des organisateurs, des demandes. On peut aussi faire des spectacles à la carte. Ok. Alors tu racontes à la fois pour les enfants et pour les adultes. Oui. Comment abordes-tu ces différents publics? Est-ce que tu as une manière particulière de raconter en fonction des personnes que tu as en face de toi? Moi, j'ai surtout des histoires différentes en fonction des gens en face de moi. Je crois pas que ma façon de faire change beaucoup. J'utilise plutôt des objets avec les tout petits, Ouais. mais plus de musique aussi pour maintenir leur attention. Qu'avec les adultes, il y a jamais d'objet. Et sinon, c'est surtout le répertoire qui va changer et la durée du spectacle. Je pense que je reste toujours un peu dans la même attitude, la même façon de faire. Alors, tu es né au Havre, tu y as passé ton enfance. Oui, grosse partie. Voilà, oui. On me signale que le Havre fête les 500 ans, ses 500 ans cette année. Ça, c'est bien. Voilà, je te dis. Et tu habites maintenant donc dans les Hauts-de-France. Est-ce que ce double ancrage est quelque chose qui peut transparaître dans les histoires que tu racontes? Ou pas du tout? Je pense que mes origines, enfin, vu que je suis du Havre en bord de mer, donc j'ai beaucoup d'histoires qui se situent en bord de mer, puisque je peux aisément me situer à l'intérieur des lieux et me les représenter. Par exemple, dans tes contes, on parle de Bruneval. Voilà, j'ai beaucoup de contes en bord de mer. Voilà. Dans la plupart de mes villages se situent dans les falaises. Ça me parle vraiment plus. Mais je pense que c'est là vraiment la seule influence que ça peut avoir. Ok. Comment prépares-tu tes spectacles? Est-ce qu'il y a une longue phase écrite ou... J'écris jamais, c'est trop compliqué d'écrire. Je lis les contes, j'en lis une ou plusieurs versions selon ce que je peux trouver. Après, c'est beaucoup laisse de répétitions, un peu décanter, ça tourne dans ma petite tête, je réfléchis, je les dis à voix haute pour essayer d'avancer, je refais des exercices de ce qu'on a fait en stage sur la gestuelle qui pourrait accompagner les histoires. Je raconte à des gens pour avoir des retours, et ensuite je me lance, et c'est aussi au fil du temps, les histoires s'installent vraiment quand elles tournent avec le public. Voyons maintenant les spectacles que tu proposes. Alors pour le jeune public, il y a Pourquoi le lièvre saute. Alors des histoires autour de questions que l'on ne se pose pas forcément. Tout à fait. Voilà. Pourquoi les éléphants et les baleines ne dominent pas le monde, par exemple? Exactement. Comment le hérisson court-il plus vite que le lièvre? Des réponses à des questions fondamentales que malheureusement on ne se pose généralement pas. Du coup, j'amène les réponses, ça simplifie beaucoup les choses pour tout le monde. Voilà, très bien. Et pour le jeune public, tu proposes aussi Noëlla, dont tu nous en avais fait un petit extrait pour Radio Plus il y a quelque temps. Il y a bien longtemps, oui. Voilà, c'était tes débuts à Radio Plus d'ailleurs. Oui, ça. Voilà. Et donc, que raconte Noëlla? Donc, c'est un spectacle de Noël qui raconte l'histoire d'une petite araignée qui vit dans une ferme avec 2 enfants et qui va vivre des aventures extraordinaires, et notamment elle va rencontrer le Père Noël. Donc voilà, c'est pour les petits. Il y a 2 versions, 3-6 ans et plus de 6 ans. Et alors ensuite, pour les plus grands, à partir les ados et les adultes, il y a les Gentlemen Monstres, un spectacle avec plein de belles créatures et de l'humour noir. Oui, beaucoup d'humour noir et des histoires même parfois qui font peur. Donc c'est à partir de 12 ans. Oui. Et puis alors, on en disait quelques mots tout à l'heure en parlant de spectacles de science-fiction. Donc c'est plutôt rare dans le domaine du conte. Tu as un spectacle de science-fiction en duo avec Fabien Delorme, que nous allons recevoir juste après. C'est Le Voyageur et Stanley.
Oui, Les Voyageurs et Stanley, qui raconte les aventures du voyageur, qui est donc un Babel-Lord, un seigneur des langues qui comprend toutes les langues de l'univers, et qui voyage à travers l'espace et le temps dans son vaisseau, qu'il a prénommé Stanley. C'est un vaisseau en forme de chat rose cubique avec seulement 2 pattes. Oui, ce qui n'est pas courant non plus. Non, mais par contre, c'est un spectacle multilingue, étant donné qu'on le fait aussi en Klingon. D'accord, très bien. Et tu utilises un instrument de musique, alors je ne sais plus Le le nom. thérémine. Le En fait, thérémine, voilà. c'est plutôt Fabien qui joue du thérémine, moi je suis plus sur le synthé. J'avoue. Vu que j'ai fait du piano, c'est plus simple pour moi, et vu qu'il est meilleur musicien que moi, c'est plus simple pour lui. Ok. Donc le thérémine, c'est un instrument de musique dont on joue sans le toucher. Le seul instrument au monde qu'on peut jouer sans avoir aucun contact avec l'instrument, en fait. Et tu proposes régulièrement des balades botaniques comptées. Oui. Surtout à la belle saison, je suppose, mais C'est mieux, vu que c'est en voilà. extérieur. Botanique et vieilles nouvelles. Alors dans des jardins, dans des parcs, et récemment à la citadelle de Lille, dans des histoires en fonction des lieux où tu donnes quelques informations sur les plantes. Oui, en fait, c'est comme à la base j'ai une formation en sciences de la vie et de la terre, j'ai décidé d'allier les deux. Et donc de faire dans la balade, en fait, je parle un peu des plantes ou des animaux, d'où ils viennent, ou pour l'ortie, pourquoi ça pique, ou ce genre de choses, par exemple. Et en même temps, j'ai des contes étiologiques racontant l'origine des orties ou pourquoi ils piquent. Donc on a les deux versants, le versant scientifique et le versant légendaire. Ok. Et ton dernier spectacle dont nous avons eu le plaisir d'écouter quelques extraits ici à Radio Plus, il y a quelque temps, tourne autour des histoires d'amour, qu'elles soient tragiques, sensuelles, humoristiques ou coquines. Ça Tout à fait. s'appelle In Love. In Love, effectivement. Plein d'histoires d'amour, certaines même qui ne sont pas faites pour les plus jeunes oreilles. Et donc le fil conducteur, c'est l'amour. C'est l'amour, tout à fait. Voilà donc pour les spectacles que tu proposes. Et tu animes également des ateliers à destination de quel public? Principalement pour les publics scolaires, primaire, collège, selon les demandes. Et comment se déroule un atelier avec toi? Comment travailles-tu dans ces ateliers? Quelles sont tes méthodes? Moi, je dirais que ça dépend de ce que l'enseignant attend. Je me plie un peu à ses désirs. S'il a envie souvent ils veulent que les élèves, s'ils veulent que les élèves racontent une histoire ou s'ils veulent juste travailler autour du conte ou des thématiques. Récemment, on me demandait simplement en fait de travailler sur la différence entre les différents genres et de présenter le conte. Sinon, autrement, carrément d'amener les élèves à raconter des histoires sur scène. Donc ça dépend aussi de la durée du temps qu'on m'octroie pour les ateliers. Dans ce cas-là, je leur propose des histoires et on fait des ateliers, beaucoup d'exercices de théâtre, d'exercices de scène. Sur les premières séances, et plus ça va, plus on travaille les histoires. D'accord. Ça peut être sur du long terme ou du court terme. Mhm. Très bien. Et puis donc, dans certains cas, une restitution devant public, élèves, le foyer de personnes âgées d'à côté, ou les parents dans la fête de fin d'année. Alors, est-ce que tu as des projets en cours en ce qui concerne le conte dont on pourrait parler? Bien, je travaille donc sur un spectacle sur le fantastique, notamment pour les collèges, puisque c'est au programme de 4e, donc je travaille là-dessus. Pour les tout petits, je travaille sur un spectacle autour des chats. Le chat est donc un animal qui a réussi à réduire l'humain en esclavage, ce qui est plutôt pas mal. Donc je rends hommage à travers pas mal d'histoires qui parlent du chat et de son inlassable plaisir de dormir. Très bien. Où pourra-t-on te retrouver prochainement, si tu as des dates à nous communiquer? Dans la région et où les gens peuvent venir, il y a Steinwerk le 28 juillet, la soirée comptée de Steinwerk. Alors, tes dates, les informations sur tes spectacles et même quelques citations, j'ai vu sur ton site,
Tout cela, on peut le retrouver sur ton site internet. Donc c'est le www.manuelaillapas.fr. Donc MANUE2LAYAPS.fr. Et on peut également s'informer sur ton actu à travers ta page Facebook Manuela Yapas conteuse. Voilà. Je voudrais juste préciser que la page Facebook est beaucoup plus à jour que le site. Alors aurais-tu un conteur, une conteuse ou un spectacle que tu aimerais nous faire découvrir? Je serais tentée de dire qu'il faut à tout prix voir Didier Kowarski au moins une fois dans sa vie. C'est capital. Plus proche de nous, je conseillerais les spectacles de Fabien Delorme. Nous le recevrons d'ailleurs dans quelques instants. Un excellent choix. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Manuela. Merci à toi Christophe. Alors on te retrouve à la rentrée pour le relevé de compteur en alternance avec Fabien Delorme. Et pour Sciences et Fiction, ta chronique sur les sciences et la science-fiction. Alors je précise que les chroniques de cette dernière saison sont en ligne sur la chaîne YouTube de La Vie des Livres. Vous tapez La Vie des Livres tout collé dans le moteur de recherche YouTube. Et puis vous allez dans la playlist relevé de compteur ou sciences et fiction. Voilà, vous allez retrouver tout ça. Merci Manuela, bonne journée. Merci, bonne journée à toi Christophe et bonne journée à tous les auditeurs.